Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. J'ai le plaisir de recevoir deux personnes sur ce plateau. Bonsoir Gisèle Picard. Ghislaine. J'ai écrit Gisèle moi. Ghislaine Picard. On a fait une erreur sur le nom, je suis désolé. Et Jean-Paul Limbé. Donc, alors vous êtes formatrice. Et vous êtes citoyen réunionnais, c'est ce que j'écris généralement lorsque je vous reçois. Là, j'allais dire, vous avez une... On va d'abord vous présenter. Qui est Ghislaine Picard? Alors, je suis plus toute jeune, hein, ça se voit. Enfin, ça se voit pas trop parce que je fais pas mon âge. Et oui, j'ai fait des études d'infirmière. Après, j'ai fait des études de cadre. Et à partir de là, j'ai fait formatrice pour adultes. Et j'ai été surtout sur des programmes d'accompagnement des gens en difficulté d'insertion qui ont subi beaucoup d'échecs d'insertion et qui ont besoin d'un soutien non seulement cognitif, mais aussi pédagogique, quoi. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, mais j'apprécie votre posture d'individu et de professionnel en même temps. Vous avez une façon d'être qui est assez, j'allais dire, avec un cadre assez posé, assez ferme. Et là, j'allais dire, est-ce que ça vient de l'éducation ou ça vient d'un choix personnel? Ah ben ça vient de l'ensemble, c'est-à-dire que ça commence depuis qu'on est petit et en fait on lutte contre le cadre. Moi, quand mon père me donnait des cadres, j'envoyais paître. Même à l'église. À l'église, il y a une formatrice, comment elle s'appelle, ces gens qui nous formaient au catéchisme, là. La catéchèse qui me disait, ouais, toi, tu iras en enfer, tout ça, et Dieu va te punir. Alors, je lui dis, mais madame, vous m'avez dit que Dieu est miséricordieux pour voir qu'il me punisse. Il va pas me punir. Vous voyez? Pour moi, c'est ça la réalité de la vie. Vous êtes né où à La Réunion? Alors, à La Réunion, je suis né à Saint-Denis. D'accord. J'ai grandi un petit peu sur le port, un petit peu à Saint-Denis, un petit peu sur le port. Après, j'ai vaqué à mes occupations partout où c'est que la vie m'emmenait. Donc, j'ai fait mes études d'infirmière parce qu'il fallait que je parte de La Réunion pour me libérer de l'emprise familiale. Et je suis revenue à La Réunion. Et en fait, comme je disais dernièrement, je reste pas plus de 5-6 ans dans un même endroit. Parce que, et c'est un problème. Non. C'est une façon d'être et c'est une remise en cause permanente. Voilà, j'ai passé mon temps à me remettre en cause en permanence. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement que si un homme veut évoluer, un être humain, un homme avec un grand H, on est obligé de faire attention avec le système de langage, là. Il est obligé de changer sa situation. Parce que s'il reste dans la même situation, il va ronronner, il va rentrer dans la routine, la voiture, la femme, le repas, la fête en famille, le ceci et cela. Je trouve que ça ne permet pas l'adaptation. Et comme moi, j'étais quelqu'un en échec scolaire à la base, puisque j'étais tellement désobéissante que personne ne pouvait me faire apprendre quelque chose si je ne voulais pas apprendre. Et donc, il y a une institutrice un jour qui me dit « Ah non, toi, je ne vais pas te laisser tomber, je vais t'aider pour passer en 6e. » J'étais en fin d'études à ce moment-là. Donc, elle nous a... À l'époque, il existait un programme pour les gens qui étaient en échec scolaire pour nous réinsérer dans le système de formation. J'ai oublié le... Oui, c'est un... J'allais dire, c'est des cours d'accompagnement. On avait des institutrices d'accompagnement. Ouais. Et donc, celle-là, elle avait décidé de nous accompagner, moi et une dizaine d'autres copines. Et ce qui fait qu'on a passé en 6e, je suis arrivée jusqu'en 3e. Pas sans problème, parce que les professeurs, ils ont eu quelques difficultés, même la directrice. J'ai même été à dire à la directrice de m'appeler Ghislaine. Je lui ai dit, je ne vous autorise pas à m'appeler Ghislaine. Moi, je vous dis vous, je vous parle poliment, donc vous ne me connaissez pas. Vous m'appelez pas Ghislaine. Voilà, je veux pas. Donc elle était coincée parce qu'elle n'allait pas m'appeler Mademoiselle Picard, c'était trop difficile. Ah non, ça n'était pas plus difficile. Non, mais pour elle. Oui, non, mais voilà, pour elle, c'était difficile. Mais
j'ai eu l'occasion, moi, quand j'étais à l'école, qu'on m'appelait monsieur, ou enfin, c'était plus par, j'allais dire, par respect, plutôt convivial qu'autre chose. Mais c'est pas vraiment quelque chose de Mais figé. aujourd'hui que j'ai grandi, il était temps, je me dis, j'ai quand même été pas gentil avec ces gens-là, quoi, parce qu'ils m'ont, que je le veuille ou non, c'est des gens qui m'ont apporté des savoirs, des compétences, ils m'ont apporté des choses, vous voyez, pour alimenter mon caractère de sauvage, vous voyez. Non, c'est pas un caractère sauvage, c'est un caractère humain. Et moi, je trouve ça magnifique. Vous avez lu Femme sauvage? C'est un film? J'ai pas vu. Il y a un film aussi, je crois. D'accord. Mais c'est un livre, c'est une américaine. J'arrive pas à ressaisir son nom, là, actuellement. Donc, ça s'appelle Femme sauvage. Et en fait, la femme, autant que les hommes, bien sûr, on se construit au fur et à mesure. Et la femme sauvage, c'est celle qui va prendre le temps de bien démonter toutes les ficelles de sa vie pour essayer de trouver une solution sans que les autres viennent trop la perturber et la diriger, quoi. D'accord. C'est un livre très intéressant, mais j'arrive plus à trouver le nom, là. Jean-Paul Limbé, il y a une question qui me fait sourire à chaque fois. Se remettre en cause aujourd'hui, c'est pas, comme Ghislaine Picard vient d'en parler, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ah ben ça, c'est sûr. C'est pas la règle générale. C'est pas forcément la règle générale. Moi, je suis plutôt bâti comme elle, même si on a un léger décalage en âge, mais je me suis bâti plutôt comme elle et je me suis beaucoup déplacé. J'ai changé de métier, etc. Et à La Réunion même, déjà, de 2012, je suis revenu. J'ai déjà déménagé au moins 8 fois. Donc, Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, hein? Non, mais je trouve ça magnifique. En plus, vous vous êtes rencontrés, donc vous êtes vraiment deux personnes en perpétuelle remise en cause. Je trouve ça excellent, quoi. Je trouve ça magnifique. Et c'est pas, comme je dis, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens construisent leur vie de 20 ans à leur fin de vie, toujours au même endroit, dans le même commerce. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça magnifique de voir des gens qui... J'ai rencontré un jour quelqu'un, un chef d'entreprise, un cadre d'entreprise plutôt. Lui, il changeait de travail tous les 2 ans. Ah oui, ben, moi je dirais un peu plus longtemps. Ouais. Je dirais un peu plus. Et ça, c'est toujours dans ma stratégie. Ça, c'est parce que quand je prenais un poste, surtout un poste d'encadrement, pas d'infirmière, parce que l'infirmière, on a un rapport entre individus. Vous avez été infirmière pendant 20 ans? J'ai été infirmière pendant au moins 11 ans, oui, plus de 11 ans même. Plus de 11 ans. Après, j'ai été fait à l'école de cadre. Et après, j'ai fait encadrement des gens, vous savez, on appelle ça des surveillantes, mais j'aime pas le mot. Donc, j'évite de l'utiliser. Les surveillantes de... Surveillantes de service, là, les surveillantes d'équipe. Ah, d'accord. Dans les hôpitaux, il y a une équipe comme ça, et puis il y a une qui surveille. Il y a le cadre de santé qui est voilà. là, Après, c'est devenu le mot cadre de santé. Donc là, j'ai commencé à être un peu plus à l'aise. Et donc, pour vous revenir à ce parcours et à ce choix, je sais pertinemment que j'ai perdu le fil de ma pensée. Ça, alors, pertinemment que les choses évoluent, que les gens ne sont pas les mêmes qu'il y a 20, 30, 40 ans. Mais malgré tout, il y a un savoir à intégrer pour pouvoir faire ce travail. Comment, aujourd'hui, vous transmettez? Déjà, dans l'acte de transmission, tout va dépendre des valeurs qu'on possède et des objectifs qu'on poursuit. Vous ne tenez pas compte de la personne qui est en face et de ses valeurs? Attendez, je vais arriver sur la personne. Mais pour ça, il faut que je sache qu'est-ce que je veux pour moi déjà, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, comme moi, je veux être quelqu'un d'autonome, qui décide pour ma vie, qui veut vivre sa vie sans subir les uns les autres, c'est ce que je veux faire lorsque je fais de la formation. Et je parlais des équipes. Quand je prenais une équipe en charge, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas à ma charge, le plus souvent, je tombais sur des gens qui étaient remplis de bonne volonté, remplis de savoir, etc., mais qui étaient toujours dépendantes du chef, entre guillemets, qu'ils avaient. Il y a certains, ils attendaient que je leur donne des ordres pour agir, alors qu'ils savent très bien comment faire et où ils vont. Voilà.
Et donc, vous êtes formatrice. Vous savez très bien que les schémas d'individus sont parfois d'un extrême à l'autre et qu'il y a des gens qu'il faut leur dire mettez un pied devant l'autre pour qu'ils puissent marcher. Donc, c'est une réalité. Après, comment vous vous adaptez, justement? Je parle de cette réalité. Donc, je me dis, ce sont des gens qui ont appris à entre guillemets, obéir. Donc, il faut que je leur apprenne à désobéir. Et ça, pour qu'ils puissent désobéir, il faut que moi-même, dans ma manière de manager, je laisse l'espace pour la désobéissance. Voyez ? Donc, j'ai toujours refusé, par exemple, de faire des protocoles. D'ailleurs, je me suis foutu plein de problèmes avec le système de tarification actuel, parce que j'ai refusé de faire des protocoles que les agents allaient suivre pas à pas, avec montre à la main. Ah, t'as pris 5 minutes pour baigner madame un tel, c'est pas bon, c'est trop de temps. Voyez ? Donc, je refusais de faire ça. Donc, du coup, les chefs en l'air, ils m'aimaient pas beaucoup, quoi. Hein. J'étais cataloguée de rebelle. Mais je m'en fichais. Pour moi, ce qui était important, c'est que dans le rapport entre la personne soignante et la personne soignée, il y a un rapport bénéfice gagnant-gagnant. Voyez ? Donc, les soignants, quand ils n'étaient pas contents, un truc comme ça, je leur disais, vous avez tous le droit d'être pas contents, mais pas avec le patient. Avec le patient, vous faites ce que vous avez à faire et du mieux que vous pouvez le faire. Après, vous pouvez venir dans mon bureau, aller voir qui vous voulez et tout, mais votre objectif quand vous êtes dans le service, c'est le patient. Si vous trouvez que vous n'êtes pas assez payé, il y a des grèves, vous faites la grève. Vous voyez ? Il faut que les gens puissent avoir des choix. Si les gens n'ont pas de choix. Donc si moi je leur dis, bon alors, en cas de ceci, vous faites ça, après vous faites ça, après vous faites ça, vous avez tant de temps pour le faire. Parce que c'est comme ça les protocoles, hein ? Je vous crois. Encore une fois, l'évolution de la société, et je vous pose la question à vous deux, la rentabilité financière, c'est le seul objectif du travail aujourd'hui, ou bien il faut, comme le dit Ghislaine Picard, il faut essayer de casser ça? Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Je dirais après. Mais pour moi, c'est ce qui est devenu actuellement. C'est la rentabilité avant tout. C'est pour ça qu'ils ont pris la peine de faire des études de travail et tout, en prenant les montres pour chronométrer le travail des gens. C'est pas possible de chronométrer un travail. Les gens, ils ont une intelligence et en fait, il faut qu'ils apprennent à mobiliser cette intelligence au plan du travail d'une manière naturelle. Donc la méthode de formation et la méthode de management ou d'encadrement doit permettre tout ça. Or, actuellement, ce n'est plus possible. Une fille comme moi, aujourd'hui, moi, je serais foutue à la porte. Moi, je ferais comme le docteur Denis Agré, je serais dehors dans le chemin. Hein. Enfin, il n'est pas tout à fait dans le chemin, mais presque. Vous voyez ? C'est parce que ils exigent des choses qu'on ne peut pas leur offrir, qu'on ne peut pas leur donner. Quand on travaille dans l'humain, c'est pas comme une machine. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, quand vous quittez votre bureau, là, vous prenez votre dossier, vous le mettez dans le tiroir. Moi, quand je quitte mon bureau, mon dossier est encore sur le lit là-bas. C'est mon malade. Donc, je peux pas travailler comme vous. Pas la peine de me le demander. Ouais. En fait, le problème pour moi, ça vient que pendant la révolution industrielle, on a mis en place des process pour des usines. Avec les moyens de contrôle qu'on a aujourd'hui, avec les caméras, les détections, les machins, etc., on a ramené ça dans le social, dans le médical. Et c'est pour ça que de plus en plus, par exemple, on cherche à mettre la consultation à distance, quasiment prendre la température avec des caméras spéciales qui vont tout à distance, il n'y a plus besoin de toucher rien. Et ça devient impossible à vivre parce que la technologie aujourd'hui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque dans le monde social et médical. Incomplètement, oui, des voilà. choses. Oui, mais avant, on ne pouvait pas du tout. Et maintenant, ils croient être capables de le faire. Et la recherche de la rentabilité à tout prix. La télémédecine va en ce sens. Oui, mais justement, c'est bien de ça. Mais là, en plus, ce qu'il y a, c'est que même dans le cadre... Moi, quand je dis social, là, on est en train de parler de la santé. Mais... Par exemple, avec France Travail, les agents sont formés à donner des réponses formatées. Oui.
Et une fois, je connais quelqu'un qui m'a dit, il a appelé par politesse pour dire, voilà, moi, je vais faire telle ou telle démarche, ne mettez pas mon dossier tout de suite aux archives, je suis en train de faire ça, c'est en cours. La personne dit, oui, mais je ne comprends pas, pourquoi vous me dites ça, c'est pas mon problème. Moi, je dis, ben justement, c'est ça le problème, c'est que je vous appelle pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est en cours et que donc vous patientez au lieu de classer tout de suite. Et ben après, la personne m'a dit, elle avait envie de lui dire, mais vous allez vous étonner si demain on vous met l'IA pour vous remplacer, vous savez rien. Si vous répondez comme ça, vous savez rien. Vous êtes plus un humain. Vous êtes un automate qui prend une information A plus B égale celle-là, c'est Z, je mets Z. Je cherche pas à savoir s'il y a D après. Non, c'est pas mon problème. Voilà, aujourd'hui, quand on ramène la révolution industrielle dans le social, ça fait vraiment de la casse. Voilà. Donc, Ghislaine Picard, la formation permet de transmettre un savoir, mais ça permet aussi de transmettre des valeurs. Oui. Vous ne pouvez pas faire de la formation si vous ne réfléchissez pas à vos propres valeurs. Parce que les valeurs, c'est ce qui base notre action. Même vous, même n'importe quelle personne, même l'ouvrier. L'ouvrier qui est en train de faire son mur en béton, il a des valeurs qu'il va transmettre dans cet objet, ce matériel qu'il utilise, qu'il est en train de faire là. Vous savez, j'aime bien prendre l'exemple de la culture japonaise là-dessus. Parce que vous voyez les Japonais travailler leur jardin. Oui, le jardin, oui. Vous voyez oui, on va pu prendre le jardin britannique, hein, des Anglais. Voilà, le jardin des Anglais et tout. Oui. Et dedans, il y a des valeurs. Tout à fait. Dans tout ce qu'ils font avec les plantes. Surtout sur les bonsaïs. Surtout sur les bonsaïs. Donc, vous voyez, et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Donc, quand on est formatrice, il faut faire ça. Mais il ne faut pas que nos valeurs soient en trop grande différence avec les valeurs de la société dans laquelle on vit. D'accord. Parce que l'objectif d'une formation, c'est pas seulement de transmettre des savoirs, mais il y a aussi une transmission des savoir-faire et des savoir-être. Voyez ? Donc, sur la façon de s'adapter dans le milieu dans lequel on vit. Et si demain vous changez de milieu, comment vous allez faire pour vous adapter à ce nouveau milieu-là ? C'est ça la formation. Et la question est d'autant plus, j'allais dire, subtile, c'est que plus ça évolue, plus on sent la nécessité ou l'exigence de la rentabilité financière contraindre les cadres, mais pas dans le bon sens. Ben, parce que, alors vous allez me brancher sur ce que je pense de l'argent et de la monnaie. Parce que si auparavant, la monnaie était un moyen d'échange entre des individus qui produisent des choses différentes, matérielles ou non matérielles, eh ben, au fur et à mesure, à cause de l'avidité de certains humains, cette monnaie-là est devenue un outil de chantage et un outil de spéculation. Vous voyez ? Ouais. Et on a fait croire aux gens que pour être heureux, ben, il faut avoir un tas d'argent. Moi, je suis prêt à leur montrer des tas de gens qui ont un gros tas d'argent et qui sont vachement malheureux, hein, qui sont prêts à se suicider. Hein. Comprenez ? Parce que l'argent n'est pas une valeur en soi. Ce n'est qu'un outil de mesure de la satisfaction par rapport à un produit. Et puis, de toute façon, moi, je pars toujours sur une posture, c'est quelle est notre échelle de valeur ? À quoi on donne de la valeur et à quoi on donne moins de valeur. Mais en 50 ans, je pense qu'on s'est vraiment fourvoyé. Sur le sujet des valeurs, quand on est dans un échange, je veux dire, de relations sociales, ben forcément, le même mot ne va pas avoir la même signification vraiment par rapport aux valeurs que chacun a. Tout à fait. Rien que là-dessus, déjà, il faut, des fois, on va dire, négocier les valeurs, déjà savoir si cette valeur-là, pour toi, veut dire la même chose pour moi, déjà. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est pas si simple que ça, d'ignorer les valeurs. Je pensais à cette belle phrase de Diogène à Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand arrive dans sa ville, alors qu'il est dans son tonneau, Alexandre le Grand lui demande « Demande-moi ce que tu veux, je peux beaucoup de choses pour toi. » Et Diogène prend son bâton, le pousse, il lui fait « Écarte-toi de mon soleil. » C'est vrai.
On ne fait plus de celle-là. C'est, encore une fois, on en revient à ça, c'est qu'est-ce qui a vraiment de la valeur et qu'est-ce qui compte pour nous aujourd'hui. Mais tant qu'on sera gouverné par des personnes qui n'ont qu'une ambition, c'est de s'enrichir, nous aurons des soucis. Oui. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, hein, d'ailleurs. Il y a un livre qu'on ne trouve plus maintenant. Moi, j'avais acheté sur Internet. Je ne sais même pas où c'est que je l'ai mis, d'ailleurs. Il doit être dans un de mes cantons. Qui est de Tunesaburo Makiguchi et qui s'appelle Éducation. Ah, attendez. Éducation. Une histoire de valeur dedans. Ça va me revenir. C'est ça mon problème actuellement, c'est que ma mémoire est plus. C'est pareil pour moi aussi. Et donc, dans ce livre-là, justement, il explique son idée sur les valeurs, le beau, le bien et le bon. Alors moi, au début, je disais le bien parce que j'avais une idée du bien comme une possession. Et ce monsieur explique justement que le bien n'est pas une possession. Le bien, c'est le bénéfique. Oui. Donc, ça change complètement notre vision des choses. Le même mot. Hein. Le même mot. Voilà. Et donc, quand je réfléchis à ça, je me dis, mais c'est bien, Ghislaine. Et tout le problème de notre société vient en fait que ce qui était dit pour bien, c'est-à-dire bénéfique, a été transformé en bien, possession. Donc, être sur la voie plutôt que sur l'être. Et on s'est complètement fourvoyé. Ça fait... moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour échapper de ça. Je pense que c'est mon côté contestataire. Mais je ne comprends pas ça. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous verrai la semaine prochaine. Parce qu'on a déjà dépassé le temps de 2 minutes. Alors, donc, Ghislaine Picard, merci pour cet échange. On reprendra juste là-dessus, voir comment l'individu doit évoluer entre le bien et ses biens. On verra si on peut trouver un début de réponse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'accord ? D'accord. Merci également, Jean-Paul Limbé. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.